Allez, cette question, 1 million d'euros. Combien de hausses de taux les marchés boursiers peuvent-ils supporter? Élément de réponse. Pas facile de trancher cette question, évidemment, avec vous, Véronique Riche-Flores. Bonjour Véronique. Bonjour David. Bonne année. Très bonne année. Content de vous retrouver en chair et en os. Merci. Carne tremula, comme disent les Espagnols. En chair et en os, donc. Véronique Riche-Flores, économiste et président du cabinet RF Research. C'est vrai que jusqu'ici, tout va bien quand on regarde les marchés boursiers. Ils ont globalement intégré sans dérailler. Bon, c'est un peu turbulent, mais quasiment 3 voire 4 hausses de taux cette année. Intégrer aussi une possible réduction, manifestement, du bilan de la Fed, avec un non-réinvestissement largement commenté ici sur Boursorama, des tombées obligataires dans les portefeuilles de la Fed. Donc certes, on a le sentiment que le marché haussier, pour l'instant, est un petit peu encalminé ou enrayé. Mais bon, on n'est quand même pas très loin des records. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien, oui. Non, mais est-ce qu'on aurait dit ça il y a un an? On aurait dit, attendez, 4 hausses de taux, possible baisse du bilan. Je ne suis pas sûr qu'on aurait imaginé ce scénario-là aujourd'hui. Probablement pas, mais on n'y est pas encore. On n'y est pas tout à fait. Et pour l'instant, ce sont des annonces. Et d'ailleurs, on voit bien quand on regarde les anticipations de marché, les taux d'intérêt à 2 ans, ce qui nous renseigne le mieux, ces taux-là n'intègrent pas les 4 mouvements ou même 3 mouvements envisagés par les membres de la Fed. Donc il y a encore beaucoup d'incertitudes. Les marchés de taux anticipent quoi d'ailleurs pour le coup? Vous avez des taux à 2 ans qui viennent tout juste d'approcher les 1%. On est à 0,96, donc on est quand même un petit peu éloigné par rapport à... Oui, mais à 2 ans, parce que là, on nous promet 3 hausses de taux cette année, et un peu plus ces années qui suivent, etc. Donc on voit bien que les marchés sont les marchés de taux, relativement sceptiques, effectivement, sur la capacité d'aller beaucoup plus loin en réalité. Alors après, ces exercices de changement de cap monétaire sont toujours extrêmement complexes. Et il n'y en a jamais un qui ressemble au précédent. Pourquoi? Historiquement, ça dit quoi d'ailleurs historiquement? Qu'est-ce qu'on voit historiquement? Parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a un virage monétaire qui s'accélère. On a connu ça dans les années 70, dans les années 70, quand il y avait le choc pétrolier. Il y a eu des moments où la Fed a dû accélérer ses ressources. Revenez tout simplement à une forme de normalité, à 2018, où on a eu quand même des mouvements de hausse des taux. Donc historiquement, ça nous dit que 3 hausses de taux, ça ne ressemble à rien. C'est même pas le début d'un cycle de hausse des taux et donc c'est un ajustement très très graduel pour un début de cycle haussier. Maintenant, ce qui est toujours le cas, c'est que si on remonte les taux d'intérêt, la réponse des marchés va dépendre de l'environnement économique. Est-ce que les perspectives économiques effectivement sont en amélioration? Auquel cas, finalement, ces hausses de taux pourraient même être une bonne nouvelle, venant valider le fait que les perspectives de moyen long terme s'améliorent. Là où ça coince ces derniers temps, c'est qu'on voit bien que ce n'est pas tout à fait le cas. Et qu'en l'occurrence, la partie longue de la courbe des taux, les taux d'intérêt à 10, même 20 ans, eh bien, à chaque fois qu'on annonce ou qu'on précise le timing de hausse, de resserrement de la politique monétaire, ces taux longs ont tendance à baisser. Ah oui et non, on est monté à 80 pour redescendre sur le 10 ans américain à 75. En pente de courbe, vous n'avez clairement pas une configuration de début de cycle. Donc on voit bien que là, les marchés doutent beaucoup encore des perspectives de croissance. Et avec une grande question que se posent tous les économistes, me semble-t-il, en tout cas qui mérite d'être posée, est-ce qu'on est en début de cycle ? C'est-à-dire, est-ce que cette crise de 2020, qui a été provoquée donc par l'épidémie, a remis à zéro les compteurs comme en début de cycle, auquel cas on aurait plusieurs années de croissance forte devant nous sans saturer, ou est-ce que finalement l'épidémie a juste stoppé l'activité sans permettre d'ajustement des bilans, qui est en général nécessaire pour entamer un cycle de plusieurs années? Je crois qu'il y a manifestement un débat entre économistes. Moi, il me semble qu'effectivement, cette crise n'a pas permis d'assainir les bilans. Non seulement elle n'a pas permis d'assainir les bilans, mais elle les a passablement alourdis quand on regarde... Avec des profitabilités quand même qui sont records. Certes, avec des taux d'endettement records également qu'on n'a jamais connus et qui me semble pouvoir être en tout cas un élément questionnant la capacité de nos économies à repartir sur une base d'investissement productif, solide. Et c'est là que le bas blesse. Et d'ailleurs, le bas blesse depuis plusieurs années, ce qui risque de remettre en question potentiellement toute la logique qui a présidé à ce regain d'optimisme, notamment à l'espoir que ces politiques de relance à travers le monde aient des effets concrets sur la croissance. Et je dirais qu'on n'est pas au bout de nos interrogations sur ce sujet-là. L'une des questions peut-être, c'est d'ailleurs, est-ce que ces politiques de relance ne sont pas responsables de cette surchauffe inflationniste ?
se pose quand même bien la question aux États-Unis, Ouais, notamment là-bas. et qui vient obliger potentiellement les banques centrales à durcir les conditions monétaires au risque de fragiliser la reprise future. Donc on voit bien que c'est un sujet extrêmement complexe. Donc à partir de là, effectivement, de deux choses l'une, soit on a une amélioration un peu plus fondamentale, structurelle de nos économies, et les marchés pourront supporter 3, 4, voire davantage de hausses des taux sans mollir, me semble-t-il. C'est le scénario de reflation, où eh bien, on continue à avoir une économie dans laquelle, enfin un environnement dans lequel l'essentiel de ce support monétaire se solde par des prix des matières premières assez extravagant, une envolée du prix du pétrole qui s'est reprise de plus belle d'ailleurs depuis qu'on a eu quelques doutes. Finalement, il a suffi que Jérôme Powell intervienne devant le Sénat et qu'il n'en remette pas une couche sur la nécessité de durcir la politique pour que les marchés voient ça comme une certaine prise de distance finalement du président de la Fed et que les prix du pétrole repartent à la hausse. Donc je pense qu'on a vraiment un contexte là qui est extrêmement contraignant parce qu'on se rend bien compte que si on n'a pas de durcissement monétaire effectif, on risque d'avoir une surenchère du côté des pans les plus spéculatifs du marché, les marchés des matières premières notamment, avec des prix du pétrole qui continueraient éventuellement à augmenter, qui viennent donc potentiellement alimenter l'inflation. Pour l'instant, donc, en fait, pour l'instant, les marchés ont tendance à sous-estimer un petit peu ce resserrement monétaire. Si un vrai resserrement monétaire avait lieu, parce qu'elle court quand même pour l'instant derrière l'inflation, qui est à 7%, notamment aux États-Unis, voilà, en réalité, les marchés sont dans le doute. Et la semaine dernière nous montre bien, finalement, un début de semaine où les anticipations de hausse des taux se calment plus tôt. Et puis en fin de semaine, ça se réaccélère parce qu'il y a 3 ou 4 voix, membres de la Fed et autres, qui agitent. Des voix votantes. Exactement, oui, tout à fait. Et là, les taux à 2 ans repartent de plus belle à la hausse, etc. Le dollar se raffermit un petit peu. Et on a à nouveau une inquiétude sur un durcissement potentiellement plus important. Donc la première conséquence de ce qui se passe aujourd'hui et de ce changement de cap des politiques monétaires, la Fed en tout premier lieu, c'est quand même cette incertitude, ce manque de visibilité. Ouais. On voit également la sensibilité des marchés à tout chiffre d'inflation. Ouais. Ce qu'on constate bien, c'est que les pressions sur l'industrie sont en train quand même de céder un petit peu du terrain. Est-ce que c'est suffisant pour laisser plus de marge à la Fed avec des données économiques qui sont pas tout à fait au rendez-vous non plus, qu'il s'agisse de l'emploi, des ventes de détail, etc. On voit bien que la situation américaine est quand même loin d'être excellente. Et donc, beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'instabilité. J'ai l'intime conviction qu'une fois qu'on passera à l'acte, si on passe à l'acte, mais je pense que ce sera testé, bien évidemment, la réponse des marchés pourrait être beaucoup plus significative et beaucoup plus contraignante pour la Fed, en fait. Parce que pourquoi ils se voilent la face? Parce qu'on avait compris qu'on allait y aller, quoi. Pour la question maintenant, il n'y a plus le sujet de savoir si oui ou non il y aura des hausses de taux, c'est combien et est-ce que le bilan de la Fed va vraiment, c'est de rentrer dans le dur, encore une fois. C'est un repricing en direct de l'effet de la politique monétaire de ces dernières années sur les prix d'actifs. Quand on regarde ce qui se passe sur un certain nombre de plans, je peux mentionner les marchés des matières premières, il est évident que les liquidités très abondantes qui ont été injectées par les banques centrales, pas que la Fed, ont largement stimulé les prix des matières premières et du pétrole en tout premier lieu. Donc on parlait du lithium la semaine dernière, 400% de hausse en un an quand même. À la limite, le lithium, c'est un cas particulier, puisque la demande, effectivement, est toute récente et va s'accélérant. Mais effectivement, je pense qu'on a véritablement un terrain qui a été un environnement de marché qui a été stimulé considérablement par ces liquidités. À partir du moment où vous les retirez, vous commencez à envisager de les retirer, voire vous allez les retirer. Alors là, je pense qu'on verra beaucoup plus directement les conséquences. Ouais. Et historiquement, encore une fois, je reviens, il y a des resserrements monétaires qui ont plus ou moins bien tourné, d'autres qui se sont moins bien passés. Voilà, on a ce recul-là où chaque configuration est différente. Parfois, c'était l'inflation qui était élevée et les marchés boursiers, les valorisations d'actifs qui n'étaient pas trop gonflées. Là, aujourd'hui, on a les deux. Ce qui est compliqué dans l'équation, c'est qu'aujourd'hui, on a non seulement l'inflation qui est élevée, mais une tension très forte sur les valorisations des actifs financiers. Exact. Écoutez, je crois qu'il n'y a jamais deux épisodes qui se ressemblent. Non, mais on est vulnérable, on est fragile, c'est ça que je veux dire. On est fragile, incontestablement, parce qu'on a eu plus de 10 ans de soutien monétaire tout à fait inédit. Donc, forcément, ça conduit à sous-évaluer un certain nombre de risques qui peuvent réapparaître. On parle, je mentionnais tout à l'heure, le haut niveau d'endettement des entreprises, qui est un
un sujet dont les économistes ne parlent pas beaucoup, me semble-t-il. Alors forcément, les conditions de financement sont tellement faciles que tout va bien, mais précisément, le jour où les conditions de financement commencent à se durcir, où finalement l'investisseur commence à se poser la question, est-ce que j'investis sur la dette corporate ou est-ce que ça commence à devenir un petit peu chaud et je me replie sur des valeurs refuges ou des bons du trésor. Tout ceci, on ne l'a pas vu encore. Et il me semble qu'effectivement, il reste à découvrir sous toute cette phase et qu'elle est sans doute, à mon sens, elle sera une phase assez complexe. Mais jusqu'ici, tout va bien. Mais jusqu'ici, tout va bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le point de bascule. Mais il est difficile à anticiper. À quel moment, sur quelle annonce, dans le courant de l'année, les yeux vont se dessiller, les marchés boursiers vont se dire « Waouh, c'est en train d'accélérer parce que la Fed est en retard ». Même si l'inflation revient un peu plus sur des niveaux plus acceptables. Oui, alors le point de bascule, il peut être assez rapide, puisque finalement, quand on regarde les anticipations de marché, on voit que les marchés anticipent une hausse des taux dès le mois de mars. Ouais. Aujourd'hui, à 80%, peut-être un peu plus d'ailleurs. Ouais. Donc le changement a été extrêmement rapide, parce qu'en décembre, on n'avait pas ce type d'anticipation. Donc il y a un mouvement, le 7% d'inflation du mois de décembre, quand même, a marqué aussi les esprits. Mais ça n'accélère plus. L'inflation n'accélère plus. Elle accélère en glissement annuel. Au mois le mois, les hausses sont moindres. Mais c'est quelque chose, ça. Mais en réalité, vous partez d'une base qui est quand même très élevée. Donc même avec je pense qu'il n'y a pas un seul économiste qui n'a pas un très franc ralentissement du taux d'inflation cette année. Et probablement, pour la plupart, on revient vers 3% parce qu'il y a tellement d'effets de base et de renversement d'effets de base, etc. Voilà, c'est plus simple. Voilà, mais si vous... En fait, je pense qu'on a... C'est pour ça qu'elle n'aura peut-être pas la main aussi. Voilà, mais la moyenne a toutes les chances d'être supérieure à 4% encore. Ça nous fait 2 années quand même assez considérables. Si vous ne faites rien et que vous continuez comme ça, et bien finalement, vous allez laisser la porte ouverte à davantage de spéculation. Je pense notamment au prix du pétrole, vous l'avez compris, qui quand même vient nous menacer. Et donc, vous réenclenchez quelque chose qui remet la Fed au pied du mur dans 3 mois. Donc, je pense qu'on aura assez rapidement, finalement, un peu plus de visibilité sur les risques et sur les contraintes qui pèsent sur la Réserve fédérale américaine. La question étant de savoir, est-ce qu'elle pourra néanmoins déployer son programme de plusieurs hausses des taux, ou est-ce qu'elle est rattrapée à un tel point par les marchés qu'elle en fait 1, 2, allez, maximum 3, et puis qu'après c'est plié rattrapée parce que le marché corrige, c'est ça. Un peu 2018, décembre 2018, enfin voilà. On a vu 15 ou 20 points de baisse des marchés actions à ce moment-là, je me rappelle. Oui, ça avait été violent au mois d'octobre. Et elle avait fait machine arrière. Et elle avait fait machine arrière, elle a mis un petit peu de temps, il a fallu 8 semaines à peu près, mais elle finit par faire marche arrière. On n'en est pas encore là. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Explication point de vue signée Véronique Riche-Flores, présidente du cabinet RF Research. Merci Véronique. Merci David. Salut.